Salut. Alors vous allez voir, ça va être très intéressant. On va voir comment réussir son bull run du début jusqu'à la fin, tant qu'à faire, parce que parfois il y a plein de gens qui gagnent beaucoup et qui repèrent tout. Donc on va voir comment gagner beaucoup et garder tout, tant qu'à faire. Jonathan Novak, donc investisseur dans les cryptos depuis 2016. J'ai créé ma société en 2018, donc qui aide les personnes à investir dans les crypto-monnaies. J'ai ma chaîne YouTube qui a 65 000 abonnés et 5 millions de vues maintenant. Et j'ai fait presque 1000 vidéos et live depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça commence à faire. Et conférencier à des moments, donc au Grand Rex à Paris, à la Maison de la Mutualité à Paris aussi avec Stéphane. Et voilà, on a fait pas mal de parutions. Par contre, ça va être un peu dérangeant ce décalage, mais ça ira. Donc sur Forbes, BFM TV, BFM Business, Challenge, etc. Voilà. Oula. Oula. Mais on va s'adapter au live, c'est pas grave. Ah oui, bah si tu peux arranger, c'est encore mieux. Les avantages du direct. C'est pas de l'IA, c'est des vrais humains avec. Voilà, nickel. Voilà. On y voit plus clair, voilà mes avis clients, c'est quand même important. Et ça, on l'a vu, et voilà. Donc commençons par le premier point, avant bull run. Parce que peut-être des personnes ont investi dans l'immobilier, et vous le savez, dans l'immobilier, la bonne affaire se fait à l'achat. Donc c'est pareil pour les cryptos. Alors, un portefeuille constitué de crypto-monnaies achetées surévaluées tend à surperformer un portefeuille acheté de crypto-monnaies surévaluées. C'est un peu compliqué cette phrase, mais en gros ça veut dire qu'il faut acheter pas cher. Et ça c'est très important et je vais vous l'expliquer. Parce que là par exemple c'est sur 6 ans. Et on peut voir qu'on a acheté un petit peu au pifomètre. Et donc sur 6 ans, on a fait une performance de 200%. Mais si on n'achète pas au pifomètre, mais juste avec cette méthode simple d'acheter après une baisse, eh bien, sur la même période, avec le même nombre d'achats, en achetant juste après une baisse, eh bien, on fait plus 200%, mais on fait presque 500%, juste parce qu'on a acheté après des baisses. Donc, c'est très important d'acheter après des baisses. Donc, pas cher. Et donc, ce qui serait magnifique, ça serait d'acheter après des baisses et dans des zones exceptionnellement basses. Donc, en l'occurrence, à la fin des bear market ou avant le bull market. Ça, vous allez me dire, c'est un rêve. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, je vais vous présenter des outils gratuits qui permettent de savoir quand acheter dans des zones basses à la fin d'un bear market. Donc le PUL multiple est calculé en divisant la valeur d'émission quotidienne des bitcoins en dollars par la moyenne mobile des 365 derniers jours d'une valeur d'émission quotidienne. Donc ça vous en fichez, mais il fallait que je l'explique et à chaque fois je vais l'expliquer. Alors, vous allez me dire Jonathan, ils sont où tes graphiques? À chaque fois j'ai mis le lien et vous aurez peut-être les diapos, je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois vous avez le lien et ce sont à chaque fois des outils gratuits disponibles sur Internet, donc ça c'est cool. Et vous pouvez voir, il n'y a pas un petit laser, non? Je teste. Non. Ah, oups. J'ai innové, mais ça a tout cassé. Alors, il n'y a pas de petit laser, c'est pas grave. Vous voyez que la zone verte, à chaque fois, était au plus bas prix des bear market. Donc juste en regardant cet indicateur gratuit, PUL multiple, eh bien vous pouvez acheter dans des zones exceptionnellement basses. Et dans ces zones-là, ce n'est pas des points bas, c'est des zones exceptionnellement basses. Vous pouvez semer un maximum dans ces zones-là et statistiquement, avec de bonnes probabilités, nous sommes dans des zones basses. Mais il n'y a pas que ces indicateurs, il y en a d'autres, comme par exemple le PUL le meilleur multiple. Donc c'est un oscillateur calculé comme le rapport entre le prix et la moyenne mobile de 200 jours. Là c'est pareil. C'est un indicateur là que vous allez ajouter sur TradingView. À chaque fois je vous ai expliqué comment l'ajouter sur TradingView. Toujours c'est gratuit. TradingView c'est un logiciel qui vous permet d'analyser les graphiques et sur lesquels vous pouvez ajouter des indicateurs comme celui-ci, et vous pouvez voir qu'à chaque fois, j'ai mis des petits traits gris, à chaque fois nous étions dans des zones exceptionnellement basses. Donc on a envie de se dire, mais c'est impossible presque de louper ces achats en fin de bear market grâce à ces indicateurs.
Et vous avez aussi cet indicateur donc, qui représente le rapport prix-performance du prix actuel du Bitcoin par rapport au prix historique. Et là c'est pareil, c'est un indicateur qu'on ajoute sur TradingView, toujours gratuit, et il nous dit à chaque fois les zones exceptionnellement basses que j'ai indiquées par des traits gris. Donc là maintenant vous savez quand acheter au plus bas prix, et le bull run on le réussit déjà 3-4 ans avant. Il faut déjà avoir, tant qu'à faire, un peu d'avance, c'est encore mieux. Alors, ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que si on a tous ces indicateurs qui sont dans le vert, mais que macroéconomiquement parlant, c'est rouge, par exemple, il y a une guerre ou je ne sais quoi, une bombe nucléaire, bon bah malheureusement, bon, c'est fâcheux pour nous, mais c'est aussi fâcheux pour les crypto-monnaies qui vont aussi cracher, même si ces indicateurs disaient vert. Donc il faut prendre en compte ces indicateurs, mais aussi la macroéconomie et ce qu'on va parler maintenant, ce qui nous permet d'avoir un coup d'avance, parce que la plupart des gens, d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est la macroéconomie? Il n'y en a pas un? Eh bien super, vous allez apprendre des choses. Et ça c'est important parce que justement la plupart des gens ne connaissent pas ça, et le fait de connaître ça, ça nous permet d'avoir un edge, c'est-à-dire un avantage sur la masse. Et donc comme vous le savez, 89% des gens perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, en particulier parce qu'ils ne savent pas ça, et donc il faut avoir un avantage sur tout le monde pour faire partie des 11% gagnants. Et donc on va voir cet avantage maintenant. C'est ce qui fait la différence entre un investisseur perdant et un investisseur rentable. Les investisseurs perdants analysent uniquement les graphiques, donc fait de l'analyse technique, de l'analyse graphique, ça encore les débutants ils peuvent faire. Ils regardent uniquement les médias grand public, ça malheureusement c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ils regardent uniquement les fondamentaux de la crypto, ça c'est bien, mais il ne faut pas faire uniquement ça, comme l'analyse technique, l'analyse graphique. Et l'analyse on-chain, ça aussi c'est très bien, mais il ne faut pas faire uniquement ça, ça ne suffit pas. Et donc il faut aussi analyser la macroéconomie, la géopolitique, parce que les marchés financiers régissent principalement par des facteurs macroéconomiques, les données macroéconomiques, la géopolitique et les politiques monétaires des banques centrales, et on va en parler maintenant. En fait, la macroéconomie nous donne la direction, haussière ou baissière, et l'analyse technique, l'analyse graphique nous donne la précision dans une direction haussière ou baissière. Et c'est très important la macroéconomie parce que c'est ce qui régit tout. Alors, qu'est-ce que c'est la macroéconomie? C'est tout simplement l'étude des données économiques d'une zone géographique. Donc par exemple, on va analyser l'inflation, en l'occurrence des États-Unis, leur emploi, leur chômage, etc. Est-ce que peut-être même on peut regarder, est-ce que les taux directeurs vont monter ou vont baisser? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, les trois données à suivre principalement, comme vous pouvez vous douter, c'est un secteur assez compliqué, avec beaucoup de paramètres, mais j'ai simplifié ça au max pour que ça soit compréhensible et que vous soyez toujours vivant dans quelques minutes. Alors, la liquidité au niveau mondial. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est le M2? Non? C'est normal. En fait, c'est simple, c'est toute la monnaie en circulation, pour faire très simple. J'ai noté le détail ici, mais en gros, c'est la monnaie en circulation. Et on a remarqué que si on compare le prix du Bitcoin par rapport au taux de croissance de la monnaie en circulation, eh bien le Bitcoin suit cette monnaie en circulation. Donc, si cette monnaie en circulation croît, le Bitcoin croît. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, j'ai un indicateur gratuit sur TradingView qu'on peut ajouter facilement et qui nous permet de savoir est-ce que la M2, donc la monnaie en circulation, monte ou baisse. Et c'est facile hein, quand on regarde ça. On voit qu'ici, la monnaie en circulation a été négative. Donc, nous étions en bas de bear market. Ici, on a eu une croissance de la monnaie en circulation bull market, etc. Baisse de la monnaie en circulation bear market. Waouh, c'est facile, hein, l'investissement. Et donc du coup, là aussi, ça nous aide à savoir quand acheter et quand vendre. Alors là, ça fait un petit peu peur, mais vous pouvez voir en arrière-plan, en vert et en rouge, les monnaies en circulation du monde entier, donc aussi bien l'euro, le dollar, le yen, etc. Donc on va regarder toute la croissance ou la décroissance des monnaies en circulation du monde. Et donc si ça monte,
Le Bitcoin monte. Si ça baisse, le Bitcoin baisse, et ça à chaque fois. Et vous allez me dire, Jonathan, et en ce moment ça monte ou ça baisse? Eh bien, ça monte. Donc là, on voit que, bon, depuis novembre 2023, on est dans un canal haussier. Et là, j'ai fait cette impression écran hier ou avant-hier. Et donc, on voit qu'à court terme, ça monte. Vous allez me dire, non mais Jonathan, tu te fous pas un peu de ma caboche? Parce qu'en ce moment, ça chute, les cryptos. Eh bien, c'est normal. Parce qu'il y a un décalage d'à peu près 10 semaines. En fait, c'est entre 8 à 12 semaines de décalage. Donc on va dire 10 semaines. Donc si on calcule que ça monte depuis le 13 janvier, ça veut dire que si on rajoute un mois et demi, donc fin janvier, février, mars, c'est-à-dire que fin mars, début avril, on pourrait repartir à la hausse. Logiquement. Donc ça c'est bien, en tout cas ça va souffler dans le dos du Bitcoin et des crypto-monnaies, des actifs à risque de toute façon en règle générale. Donc ça c'est très important à regarder. Si ça ne monte pas, les bitcoins, les cryptos auront du mal à monter. Bon, voilà, je vous ai expliqué la formule pour l'ajouter si vous voulez l'ajouter. C'est sympa comme formule. Deuxième critère sur les données macroéconomiques à regarder, c'est l'évolution du dollar. Alors, en fait, si le dollar chute, le bitcoin monte, parce que tout le monde compare le bitcoin en dollars, on parle rarement du prix du bitcoin en euros. Et donc en fait parfois c'est pas forcément le Bitcoin qui monte, c'est le dollar qui chute ou vice versa. Et donc là j'ai ajouté le prix du dollar en couleur vert. Et donc on voit que quand le dollar chute, le Bitcoin monte. Et quand le dollar monte, le Bitcoin chute. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est quand le dollar chute, le Bitcoin tend à monter. Et quand le dollar monte, le Bitcoin tend à chuter. En fait ça l'aide à monter ou à baisser. Et donc vous allez me dire, non mais Jonathan, le dollar il chute ou il monte en ce moment? Eh bien, vous pouvez voir qu'en 2017, quand Trump a été élu, il a fait chuter le dollar parce que ça l'arrange lui pour... Mais du coup, il a fait chuter le dollar. Ensuite, vous voyez, en 2021, donc on a eu un énorme bull run ici en 2017. En 2021, on a eu un énorme bull run aussi. Vous voyez, le dollar a chuté énormément. Et là, donc cette impression écran date d'il y a quelques semaines, je crois. Et en ce moment, le dollar a craché fortement. Donc ça tombe bien, ça serait peut-être qu'on va faire exactement la même chose que 2017 et 2021, c'est-à-dire un crash du dollar et donc potentiellement un bull run. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'analyse technique, l'analyse graphique, il y a beaucoup de choses à regarder. Et il y a les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Donc, est-ce que vous savez d'ailleurs ce que c'est les taux directeurs? Non. Comment? Pas la pression monétaire. C'est le taux d'emprunt. Oui. Très bien. C'est ça. Donc, en fait, les taux directeurs sont fixés par les banques centrales du monde entier, donc c'est-à-dire les banques des banques, et vont influencer sur les coûts des emprunts bancaires que vous connaissez sur les banques commerciales, BNP, ce que vous voulez, et régissent aussi, influencent aussi la rémunération de l'épargne. Ça va impacter le livret A, etc. Et donc, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ben, le rapport c'est ça, et vous allez voir que c'est très très important. En fait, je vais vous expliquer les cycles économiques, donc avec la baisse des taux et la hausse des taux, parce que vous allez vous dire pourquoi la banque, en fait, elle baisse leurs taux ou elles augmentent leurs taux. En fait, il y a des raisons importantes économiques derrière. Et donc, ils font ça pour soit stimuler l'économie, soit contracter l'économie, ralentir l'économie. Et pourquoi ils font ça? On va le voir maintenant. Donc, on va faire un exemple pour que vous puissiez comprendre ces cycles économiques qui sont indispensables quand on investit. Pas que dans les cryptos, d'ailleurs, ça vous servira tout le temps. Imaginons qu'une banque centrale, par exemple des États-Unis, parce que c'est le rond-point économique du monde, baisse leurs taux. Pourquoi ils baissent leurs taux? Parce qu'ils veulent stimuler l'économie. On appelle ça une politique monétaire dovish. Et en fait, le fait de baisser les taux, ils vont, bon ça c'est plutôt en Europe plutôt qu'aux États-Unis, mais il y aura une baisse des rendements. Donc, quand les taux directeurs au niveau des banques centrales baissent, les banques commerciales vont répliquer ça.
Donc sur les taux du livret A, donc par exemple ils vont faire descendre le livret A. Pourquoi? Parce qu'ils veulent stimuler l'économie. Donc s'il y a des taux bas du livret A, les gens ils vont se dire ça ne rapporte rien, moi je vais dépenser mon argent, ça ne sert à rien d'épargner. Donc pour relancer l'économie. Ensuite, il va y avoir une hausse des emprunts. Ben oui, parce que l'argent n'est pas cher. Ils ont baissé les taux, l'argent n'est pas cher, et donc du coup, il y aura une augmentation des emprunts. Des gens vont faire plus de crédits. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Si les gens font plein de crédits, eh ben, ça va augmenter la masse monétaire. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on augmente la masse monétaire? Une expansion économique, bien sûr, mais aussi une hausse des cryptos. Le souci de ça, c'est quand il y a plein d'argent en circulation, ça fait souvent des bulles, et ça crée aussi de l'inflation. Et donc, là, comme il y a beaucoup d'inflation, le rôle principal, l'un des rôles principaux des banques centrales du monde entier, c'est de réguler l'inflation. Donc comme il y a trop d'inflation, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Bon, bah maintenant, on va augmenter les taux. Fini la récréation, on va augmenter les taux. On veut ralentir l'économie pour baisser l'inflation. C'est ce qu'on appelle une politique monétaire hawkish. Et donc, du coup, comme on augmente les taux, les rendements des livrets A vont augmenter et épargner. Donc ça va ralentir l'économie. Il y aura une baisse des emprunts. Et oui, les taux directeurs sont hauts, donc on n'a pas envie d'emprunter. Et donc, ça va baisser la masse monétaire, ça va ralentir l'économie, ça va faire baisser du coup les cryptos. Ce qui est bien, c'est que ça va baisser l'inflation, mais ça va augmenter le chômage, puisqu'on a ralenti l'économie. Les entreprises ont du mal à faire du bénéfice, donc ils licencient des gens et ça crée du chômage. Donc, ils vont baisser les taux, on va relancer l'économie, et voilà. Et en fait, l'économie a fait que ça tout le temps. Donc là, je vous ai peut-être à moitié tué, mais ça va aller. Et donc, vous allez me dire où on va trouver ces taux et tout ça. Vous pouvez aller sur ce site et voilà. Ensuite, maintenant, vers quoi nous allons dans les semaines et mois à venir? Il y a des baisses et des taux presque tous les mois, on va dire pour simplifier. Et la prochaine baisse ou hausse ou stabilisation des taux, c'est le 19 mars, donc dans pas très longtemps. Malheureusement, la haute finance et les analystes pensent à 93%, mais c'est 97% maintenant, donc quasiment 100%, que les taux seront stabilisés aux États-Unis. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les cryptos, ça a été stabilisé aussi la dernière fois. Donc ça, les marchés n'aiment pas, c'est pour ça qu'en ce moment, ça ne va pas. Il faut absolument une baisse de taux. Vous allez me dire, Jonathan, c'est quand que ça va baisser ces taux? Eh bien, justement, vous voyez les dates en haut, le 7 mai, il y a des analystes en fait, qui prédisent une baisse ou stabilisation des taux ou hausse des taux. Et là, on voit qu'il y a 70% des analystes qui pensent que les taux seront stabilisés encore en mai. Et il y a seulement 30% des analystes qui pensent qu'ils vont être baissés. Eh ben moi, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'on va arriver à 50-50 dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de probabilités qu'on tend vers une baisse de taux. Donc, est-ce que ça sera le 7 mai? Est-ce que ça sera le 18 juin? 18 juin, c'est sûr et certain. Donc ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'avant le 18 juin, puisque les gens anticipent, il y aura une hausse des cryptos. Mais peut-être le 7 mai, je dirais une chance sur deux, que le 7 mai, on ait une baisse de taux. Donc ça veut dire que peut-être en avril, on ait une hausse des cryptos. Vous voyez, c'est tout ça, il faut aligner tout ça. Et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc pendant le bull run, alors maintenant ça va être plus simple, hein, rassurez-vous, deux stratégies d'investissement qui surperforment le buy and hold. Donc la théorie de l'efficience des marchés, donc d'après l'économiste Eugène Fama, prix Nobel d'économie 2013, les marchés financiers sont efficients. C'est l'hypothèse qui explique qu'il n'y a pas d'anomalie de marché où les anomalies sont très rapidement effacées parce que les traders professionnels ou les institutionnels voient ces anomalies et les comblent. Donc c'est pour ça qu'on va exploiter ces anomalies de marché pour gagner plus. Eh ben, en l'occurrence, on va parler de ce que j'appelle moi le DCA+. Le DCA, c'est un achat mensuel d'un montant fixe qu'on investit dans les crypto-monnaies, par exemple 100 € tous les mois toute sa vie.
Ben nous, on va faire un peu mieux que ça, et ça surperforme cet achat mensuel de 40%, je crois. Alors, là, vous allez me dire, on va parler de choses cheloues. Supposons que là, vous êtes 150, eh bien, je vous mesure tous un par un. Et en fait, on va tracer un diagramme des tailles et on observera un graphique en cloche. Et où la moyenne de vous tous sera aux alentours des 1,70 m. Là, je parie que 80% des personnes ici mesurent entre 1,60 m et 1,80 m. Il y aura très peu probablement des personnes qui mesurent 2 mètres et aussi peu probablement des personnes qui mesurent 1,40 m. C'est quoi le rapport avec la crypto? Eh bien, c'est des statistiques. C'est la loi normale, en fait. Et on va exploiter ça dans les crypto-monnaies pour gagner un max. Voilà. Et en fait, ceci existe dans les marchés financiers traditionnels. Et j'ai mis en place une étude sur 200 ans concernant le S&P 500. Et en fait, ça, tous les petits carrés que vous voyez ici, c'est les performances et les années du S&P 500 ces 200 dernières années. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça fait quoi? Ça fait une cloche. Et on voit qu'en fait, la plupart du temps, 46 années d'ailleurs sur 200 ans, il y a une performance entre 0 et 10%. 40 années sur 200 ans, il y a une performance entre 10 et 20%, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a très peu de probabilité que le S&P 500 fasse 30 ou 40% par an. Et il y a aussi beaucoup moins de probabilité que le S&P 500 fasse moins 30%. Et ça, c'est des statistiques. Eh bien, exploitons ça pour les cryptos que je vais évoquer dans un instant. Donc là, c'est le graphique de ce que je viens de présenter. Vous voyez la performance du S&P 500 sur 25 ans en bleu et le prix en rouge, c'est la performance moyenne annuelle sur 25 ans. Donc c'est-à-dire, on regarde les 25 dernières années, on les additionne, on divise par 25. Et parfois, le cours est au-dessus, parfois le cours est en dessous. Et donc l'idée de faire cet achat mensuel amélioré, ce que j'appelle le DCA+, eh bien, c'est en exploitant les anomalies de marché. Quand c'est dans l'anormal, à l'excès ou à la hausse, on va exploiter ça. Et donc, c'est-à-dire que on a fait cette moyenne des 25 dernières années annuelles. Et donc, quand le cours est en dessous de cette moyenne des 25 dernières années, eh bien, on achète plus, et de plus en plus on est en dessous. Et quand on est au-dessus, on achète de moins en moins, et de moins en moins plus on est au-dessus, voire même on vend quand c'est trop excessivement au-dessus. Voilà, j'ai fait un petit graphique pour vous expliquer un peu la chose. En fait, c'est un achat mensuel, mais amélioré. On achète de plus en plus quand ça chute et de moins en moins quand ça monte, pour faire très simple. Donc maintenant, on peut l'adapter au Bitcoin. Voilà, donc moi j'ai calculé la performance du Bitcoin ces 5 dernières années. Et j'ai divisé par 5 pour faire la moyenne. Et donc du coup, ça nous donne quelque chose comme ça, où on a une moyenne où le Bitcoin fait en moyenne 100% par an quand même. Et en fait, quand on est en dessous d'une telle performance, eh bien, il faut acheter de plus en plus ça sous-performe, et de moins en moins plus ça surperforme, et voire même vendre si ça explose trop au-dessus. Donc voilà, j'ai calculé un vulgaire DCA et avec cette méthode, et en fait ça surperforme d'en moyenne 38%. Donc si vous gagnez 10 000 €, avec un achat mensuel lambda, eh bien vous allez gagner 13 800 avec cette méthode. En moyenne sur le Bitcoin. Il faut une crypto qui monte, parce que si vous faites ça sur une crypto qui meurt, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai fait un rapide calcul pour que vous compreniez. On regarde les 5 dernières années, on additionne la performance, on divise par 5, ça nous donne une moyenne, 98%. On regarde les 12 derniers mois, et si on est au-dessus ou en dessous de cette moyenne, eh ben on adapte notre investissement mensuel. Voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué rapidement. Si on fait un achat mensuel de base de 100 €, si on est à moins 10, on investit plus 100 € mais 125, si on est à moins 20, 150, et vice versa. Si on est au-dessus de cette moyenne, seulement 75, seulement 50, voire même on vend. Voilà, première méthode assez simple qui permet de surperformer le buy and hold. Et le deuxième, c'est le rééquilibrage. Alors je ne sais pas si vous connaissez le rééquilibrage. Non? Oui, un peu?
Ok, donc je vais rapidement l'expliquer. Donc si par exemple vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du Monero à 25% chacun, si au bout d'un mois, eh bien, il y en a une qui a perdu, il y en a une qui a pris, bah, vous revendez un peu celle qui a pris de la performance pour racheter celle qu'on a perdue afin de revenir à la pondération initialement prévue, 25% en l'occurrence. Donc il y a plus de 20 000 backtests qui ont été effectués pour déterminer si le fait de rééquilibrer son portefeuille à telle période surperforme le buy and hold, et on va voir si oui maintenant. Donc en fait on peut rééquilibrer par période, soit période horaire, soit période annuelle, soit période hebdomadaire, mensuelle, etc. Et on peut se dire quel rééquilibrage il faut faire, à quelle fréquence et lequel surperforme le mieux, en sachant qu'il y a des frais. Sur les exchanges, c'est pas gratuit, il y a 0,1% de frais, 0,2%, etc. Donc forcément, il ne faut pas prendre du 0,6% de frais, sinon ça surperforme quand même, mais c'est moins bien. Faut prendre les frais les moins chers, 0,1% bien évidemment. Et on voit que celui qui surperforme le mieux, c'est quand on rééquilibre tous les jours. Ça fait beaucoup de rééquilibrage, beaucoup de frais aussi, mais ça surperforme net de frais le buy and hold. Et en même temps, ça permet, on va le voir ici, ça permet d'avoir plus de stabilité. Là, vous voyez en rouge le market cap des crypto-monnaies, je crois que c'est le top 10 ou quelque chose comme ça. Et vous voyez en bleu et en gris le rééquilibrage daily et mensuel. Et on voit qu'en fait, ça permet de surperformer non seulement le marché, tout en ayant moins de volatilité. Donc ça, c'est quand même pas mal. On gagne plus en risque, enfin, avec moins de volatilité. Voilà, c'est ce que j'explique ici. Troisième point, et le dernier point, parce que si on gagne plein d'argent mais qu'après on perd tout, ça ne sert à rien. Donc maintenant, il faut préserver notre richesse. Si une personne vend au pic du bull run pour éviter le marché baissier en partant du principe que le Bitcoin et les cryptos restent cycliques, eh bien on peut surperformer le marché puisqu'on a vendu à des bons moments hauts et on a racheté à des bons moments bas. En sachant quand même, voilà, on ne peut pas vendre tout au pic, mais on pourra vendre partiellement proche du pic, par palier proche du pic. C'est une zone, on ne peut pas viser le dollar près. Alors, maintenant, vous allez me dire, d'accord Jonathan, mais en fin de bull run, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends toutes mes cryptos ou pas? Alors ça, c'est à vous de voir, mais moi, personnellement, je gère de cette manière et donc de trois manières différentes. J'ai mon buy and hold, c'est-à-dire j'achète du Bitcoin et je garde. Ça, c'est sur la Ledger, de toute façon, je ne peux pas y toucher, donc je n'ai pas d'autre solution que de ne pas y toucher. Et donc, ça, je garde. Par définition, c'est ce que je fais depuis des années. Dynamique. Donc là, en fait, je vais faire ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire vendre à des zones très surcotées et racheter par palier dans des zones très sous-cotées. C'est ma gestion investissement, mais dynamique. Donc là, je pourrais vendre toutes ces cryptos. Donc là, ça représente peut-être, je ne sais plus exactement, mais 30%, on va dire. Et ensuite, j'ai une gestion, automatique. Donc ça, c'est avec mes stratégies d'investissement automatisées. C'est la stratégie d'investissement qui gère d'elle-même. Voilà, maintenant, des outils gratuits. On l'a fait tout à l'heure pour acheter au meilleur moment. Maintenant, j'ai les mêmes pour vendre au meilleur moment. Alors, vous avez le BTC risque métrique. Donc, inspiré de nombreux analystes de la loi de puissance, ce script attribue une valeur du Bitcoin, une valeur de risque au Bitcoin. Pareil, c'est un outil gratuit qu'on peut ajouter sur TradingView. Et vous voyez, c'est un indicateur borné entre une zone bleue et une zone noire tout en haut. Et là, vous allez être content puisqu'on n'a pas touché encore la zone noire. Mais bon, il faut que macroéconomiquement, ça suive la route. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il a touché ce point noir tout en haut, eh bien, on était au pic du bull run 2017-2021. Et du coup, on ne l'a peut-être pas au dollar près, mais on est proche du pic pour vendre. Ah, j'ai fait... Oula, c'est que je vais dans le mauvais sens, d'accord. Et vous avez un autre indicateur, vous voyez, c'est le même indicateur, mais sous une autre forme. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais les deux sont hyper pertinents, comme vous pouvez le voir. C'est compliqué de rater son bull run avec ça. Vous avez le Fear and Greed Index aussi. Donc là, il s'agit d'un indice qui mesure la cupidité et la peur des investisseurs. Et vous voyez qu'à chaque fois
nous étions dans le vert foncé quand nous étions dans l'extrême cupidité. Pour l'instant, on en est bien loin. Donc ça, c'est pas mal, mais il faut que la macroéconomie suive le truc. Alors là, vous n'allez être pas content, mais je ne voulais pas vous montrer que des indicateurs qui vont dans le vert, qui vont dans notre sens. Il faut être conscient que tous les indicateurs ne vont pas être tous verts ou tous rouges. Certains vont dire vert, d'autres vont dire rouge. Et il faut qu'un maximum d'indicateurs soient dans votre sens, mais il se peut que d'autres soient dans l'autre sens. Et là, en l'occurrence, c'est l'oscillateur de décroissance du Bitcoin qui mesure l'écart du cours du Bitcoin par rapport à la loi de puissance et une loi de quadratique des sommets. Bon, bah là, vous allez faire la tronche. Mais celui-là, il nous dit rouge. Vous voyez, à chaque fois, nous étions à un top. À chaque fois, il nous a parfaitement déterminé le pic du bull run. Là, il nous dit qu'on a fait le top. Mais c'est le seul qui dit rouge. Les autres, pour l'instant, ils disent vert. Et le dernier indicateur, c'est le CBBI Index, qui lui regroupe 9 indicateurs en un. Donc tous ces indicateurs-là, ils sont centralisés dans un indicateur. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive proche du 100, à chaque fois, c'était au pic du bull run. Et bien là, vous voyez, on en est loin. Et le RSI, bon ça vous connaissez sûrement, c'est un indicateur aussi qu'on ajoute sur TradingView et vous voyez pour l'instant on n'est pas du tout non plus arrivé au sommet. Voilà, et donc du coup je vais mettre à jour ça lors d'un live où je vais justement parler de macro, et je serai là de façon au plaisir. Laisse le temps. Merci bien.